Eh bien, nous voilà avec Jacques Insermini, représentant des pilotes de vitesse en France des années 1950-1960. Ça ne nous rajeunit pas, hein, Jacques. Alors, il faut que tu nous expliques un peu comment tu es arrivé à la moto. Si j'ai bien compris que ton père avait fait de la moto. Mon père était un fou de moto et à la guerre de 14, il était estafette. Et c'est une bonne estafette d'ailleurs parce qu'il y a eu des décorations. Il a porté un plat et il avait un éclat d'obus dans le dos. Enfin voilà quoi. Donc lui, il n'a pas une coupe de victoire d'une course, mais... Et moi, pendant la guerre, je faisais des livraisons avec une camionnette, j'avais que 15 ans, mais ça fait rien. La guerre suivante. À la guerre de 40, ouais. Et je regardais les motos des Allemands sans arrêt, je me disais, il faudrait quand même que j'ai une moto. Et je voyais avenue de la Grande Armée, il y avait un magasin où il y avait exposé une moto Peugeot. Oh, j'étais toujours en extase devant et tout. Puis après, quand les Américains sont arrivés, avec leurs la Davidson, j'ai eu l'occasion d'en essayer une et puis voilà, je suis parti dans la moto. Et t'as acheté une vieille, mon père m'avait acheté une vieille une 250 Jongi qui était tout le temps en panne, quoi. Puis voilà. Puis un jour, j'ai rencontré un copain à moi qui était riche et qui était un fou de moto. Il avait une 1500, lui, il avait toutes ces choses-là. À l'époque, oui. Ouais. Et on en a fait un accord parce qu'il allait voir une course au Bois de Boulogne. Et comme le gars qui s'occupait des haltérophiles, tout ça, me disait toujours, toi qui veux faire de la moto, il va y avoir une course au Bois de Boulogne. Il y a des formules, c'était pas encore les Formule 1, mais il y avait les Maserati, il y avait encore les Talbot Lago, il y avait les Alfetta, enfin il y avait tout ça. Et il dit en ouverture, il y a une course. Alors si tu veux la faire, je dis j'ai pas trop de moto, mais je vais me débrouiller. Alors j'ai été voir mon copain, il m'a prêté une Tiger 100. Triomphe. Oui, tout à lui, les premières qui venaient d'arriver. Alors j'ai bricolé tout ça, j'ai bricolé au magasin de chez Muri, tout ça, et puis j'ai fait la course avec cette moto. Et j'ai terminé 4e. C'est Georges Well qui a gagné avec une Gilera Saturno. Et puis le deuxième, je ne sais plus qui c'est, le troisième non plus, le quatrième non plus. Enfin, le quatrième c'était moi. Pour que les gens qui verront cette interview comprennent, il faut dire aussi que tu avais commencé très tôt la gymnastique et l'athlétisme. Ah oui, j'ai fait l'heptathlon gymnique où j'ai fait 2e derrière Raymond Dott qui depuis est décédé à 20 ans, mais qui lui a été aux Jeux Olympiques en gymnastique et a eu des médailles d'ailleurs. Et en même temps, tu as suivi une vraie formation de mécanicien, apprenti dans un garage. Oui, j'ai travaillé en mécanique, oui. Donc ça t'a servi pour courir. Bien sûr, mais ça je me débrouillais très bien en mécanique. En mise au point et tout, je me débrouillais très bien. Ce qui m'a aidé parce que comme j'avais pas beaucoup d'argent au départ, pour avoir des motos qui marchaient, il fallait s'en occuper sérieusement. Et c'est Jacques Blanc, donc cet ami, oui, qui en te prêtant une Triomphe te fait démarrer la course. Oui. Et après ça s'enchaîne très vite. Après ça s'enchaîne très vite. Muri nous a prêté une AJS 7R et on a fait une course nationale là, c'est parce que j'étais national bien sûr. Je ne sais plus le nom du pays, mais c'était du côté de Bourges par là, on avait une machine. Ben Bourges, il y avait un circuit à Bourges. Oui, mais c'était pas à Bourges. Moulins non plus. Enfin, ça me reviendra. C'est Angoulême peut-être. Non, plus Angoulême, c'était... Enfin, c'était pas loin de Bourges, de toute manière. Et mon copain Planck a couru dans la 350 avec cette AJS et a gagné la course. Et moi, comme à l'époque ça se passait en famille,
Je lui ai dit, tu me passes à 500, je vais prendre le départ en 500. Ça marchait. Et je gagne les 500 avec la 350 aussi, en battant le record du tour en plus. Et alors après, mon copain, il a acheté une... On a fait un arrangement, je lui ai dit, tu achètes les motos et moi je les entretiens et je fais la mécanique. Et tu cours un dimanche et moi l'autre dimanche. Et Murray nous avait dit, mais pour vous faire engager, vous devriez faire du sidecar. Alors, on a pris une Manx pour faire du sidecar. C'était une double armaca, mais avec la suspension coulissante encore, qu'on avait eue par Eric Oliver. Le grand champion du monde de sidecar de l'époque. Mais oui, et puis on a commencé comme ça. Je roulais en sidecar. Je dételais pour courir en 500. Voilà, ça c'est quelque chose que les petits jeunes d'aujourd'hui auront du mal à comprendre. Ah, oui. Beaucoup de pilotes attelaient un sidecar à leur moto pour faire la course des sidecars Ouais. et enlevaient le sidecar pour faire la course de moto en solo. Ouais. Il n'y avait pas que toi, Kamatias l'a fait, Murit l'a fait, un grand nombre de pilotes l'ont fait. Tous les pilotes faisaient ça. Et alors, on s'est fait engager à Casablanca, parce que comme on gagnait pas mal de courses en national, on nous a donné une licence internationale. On a été à Casablanca. Ou à Casablanca, je roulais en sidecar et je dételais le sidecar pour courir en solo. Et j'ai fait encore, j'étais le quatrième en solo et quatrième en sidecar, avec la même moto. C'est quand même Et formidable. c'était Tommy Wood qui avait gagné, il y avait Fergus Anderson, attention, il y avait des clients. Hein. Donc des champions du monde. Hein. Ouais. C'est ça, ça marchait bien, quoi. J'étais handicapé par un poids de corps par rapport aux autres pilotes. Il n'y en avait qu'un en Angleterre qui roulait très bien, c'était Alan Trow. Alors je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous touchiez une petite prime pour chaque départ pris. Oui. C'est-à-dire que si vous pouviez faire plusieurs courses avec la même moto, Oui. avec ou sans sidecar, vous touchiez quoi 3 fois 100 francs, 3 fois 150 francs. Alors il faut dire, il faut le ramener, ça ferait quoi Moi, quelques centaines d'euros, même pas aujourd'hui. Oui. La première course que j'ai faite au Bois de Boulogne, j'ai touché un peu d'argent. Ce qui était étonnant parce que personne ne touchait. La somme que j'ai reçue, je ne sais plus ce que c'est. Mais c'est pas beaucoup. Ben, c'était de quoi de 50 francs, 10 euros. Non, il y avait un 500 là-dedans. Ah, mais c'était des anciens francs alors, Ouais. si c'était avant 1961. Donc 500 francs. Oui, ça je fait crois que 50 c'est francs, 500. donc ça fait 500 francs. enfin non, ça fait on va dire en gros 40 ou 50 euros d'aujourd'hui quoi. Mais après, après, une fois que ça marchait pas mal, bon, ça dépend, on se faisait engager, mais des fois, on touchait quand même des bonnes sommes. Oui. Et puis, quand j'avais des bons contrats après, c'est-à-dire qu'on vous gagnez une course, premier, vous touchez de l'argent, premier français, vous touchez de l'argent, Premier record avec la du chaîne tour, Canton, vous touchez de l'argent. Oui, et puis tout s'additionnait. Tout s'additionnait. Et la prime de départ s'additionnait à la prime d'arrivée si on se plaçait bien. Où j'ai vraiment gagné un peu d'argent, c'était à côté de Nevers, là, au circuit de Magnicourt. Magnicourt. Parce que moi, mon sponsor à l'époque, c'était Reich Girden, et il voulait que j'aille au Tourist Trophy. Moi, j'ai fait quelques tours au Tourist Trophy en voiture. Je dis jamais je ferai ça, parce que c'est pas possible comme course. Hein. Alors, raconte-nous comment ce grand préparateur anglais très connu, Reg Girden, t'a prêté ses motos grâce à un petit crève-la-faim que tu avais rencontré, Oui, il s'appelait Gary Hawkins. Gary Hawkins, qui allait devenir champion du monde. Oui. Et quand j'ai connu Gary Hawkins, il avait un vieux camion tout délabré, il n'avait pas de chaussettes, et c'est ma copine Nanou qui avait été lui acheter des chaussettes. Et il m'a suivi avec rien, puis après il est venu à Paris, puis après il a été, parce que il s'est démerdé, quoi, il a piloté pour Reg Girden. Mais tu dis qu'il était très très bon surtout. Ah oui, il allait aussi vite qu'Elwood. Hein.
D'ailleurs, ils ont fait des essais en Angleterre, en Italie, à l'époque, avec c'était les Gilera, je crois. C'est avec les Gilera, Ou les MV? les, ou les MV, je crois. Ils ont fait des essais tous les deux parce qu'ils voulaient les prendre comme pilotes, mais ils n'arrivaient pas à se partager, alors du coup, c'est tombé à l'eau. Oui, c'est ça. En 1962, ils ont été tous les deux pilotes d'usine MV en même temps. Ouais. Et Mais moi, Hawking a été plusieurs fois champion du monde avant Elwood. Oui, oui, oui. Et puis, il s'est dit, je me souviens, parce que comme il couchait chez nous à la maison, il disait, oh, je vais arrêter la moto, c'est trop dangereux. Alors, il est passé à la voiture et à sa deuxième course, il s'est tué. Et il s'est tué. Mm. Et d'ailleurs, Elwood aussi était un de tes grands amis. Il venait chez toi à Paris ou à Saint-Raphaël, puisque ton père avait sa maison à Saint-Raphaël. Ouais. Elwood, oui. C'était un personnage, Elwood. Mais il savait tout faire, ce gars-là. Il jouait de la musique, il jouait du piano. J'ai vu une distribution de prix, je crois que c'était à San Remo, en Italie. Il avait été avec l'orchestre et il demandait le piano, il avait joué le piano. Il savait tout faire. Il était un type extraordinaire. Mais une de tes belles courses avec lui, c'est le Grand Prix de France à Clermont-Ferrand en 61, mais qui t'a frustré par contre, d'après ce que tu m'as raconté. Oui, m'a frustré, c'est que comme je m'étais blessé un peu de temps avant, j'étais très fatigué et quand j'ai remonté ma moto avant la course, j'ai vu que mon câble d'accélérateur en avait un petit coup. Oh, je dis ça va bien tenir le coup, de toute manière, je vais pas être dans le coup. Et ils m'ont laissé prendre le départ avec une savate au pied droit. Du moment que je pouvais pousser la moto, ils m'ont laissé droit. Et coup de chance, je me retrouve avec une forme extraordinaire. Et Elwood, au bout d'un tour, me double et me fait signe de prendre sa roue. Et Gary Hawkins a gagné parce que lui, il avait la MV4. Donc, Elwood avait une Norton, et moi une Norton aussi. Et on était les trois seuls dans le même tour. Ben, tu penses et que deux tours avant la fin, j'ai cassé, quoi. J'ai cassé mon câble d'accélérateur. Bon, j'aurais pas battu Elwood, bien sûr que non. Bien sûr que non. Enfin, j'étais sur le podium, quoi. Ouais. Et le podium du Grand Prix de France, quand même. Ben ouais. Non, mais le mieux plus, c'était à Magny-Cours. Parce que comme j'ai jamais voulu faire le Tourist Trophy, je faisais Magny-Cours. Et à Magny-Cours, j'ai couru 4 fois, 2 fois en 350, 2 fois en 500, j'ai gagné à tous les coups. Eh ouais. Alors j'ai fait des bons coups comme ça, quoi. Parce que j'ai arrêté foot, Tourist Trophy. Mais tu es quand même allé dans l'île de Man pour reconnaître le circuit en voiture. Oui, parce que mon sponsor m'avait demandé d'y aller. Non, c'est pas possible. Il fallait être un Anglais, et puis connaître ça par cœur, et puis 60 km, il fallait l'apprendre. Hein. Oui, oui. Et puis, de toute manière, les motos préparées pour et tout. La première, la Norton que m'a donnée Reg Virden, c'était une 500 qui avait gagné le Manx Grand Prix. Mais déjà 2 ans auparavant. C'est-à-dire que c'était pas un dernier modèle de moto qui m'avait filé. Mais il m'avait dit, ce qui l'intéressait, c'était le championnat de France. Et, au championnat du monde, de tonnerre, j'aurais jamais battu des Elwood ou Gary. Pourtant, tu t'es bagarré avec Minter à Spa, tu t'es bagarré avec Empelman au Sachsenring, tu as été de très haut niveau en catégorie 500 à l'époque. Oui, mais j'avais le poids quand même toujours. Ah. Le poids, je faisais 90 kilos. Hein. Les dégâts à qui j'étais, qui faisaient 60 kilos, 70 kilos. Alors, puis j'étais fatigué, quoi. Puis on me proposait une place chez Lancia. Alors je suis parti chez Lancia. En 1962. Oui. Mais alors, beaucoup de pilotes moto faisaient aussi de l'auto à l'époque. Oh, il y en avait quelques-uns, oui. Pas beaucoup, hein. Tu viens de nous dire que Hawking
a arrêté la moto pour s'acheter une Formule 1. Ouais. Tu m'as dit aussi que Keith Campbell s'était acheté une Maserati, oui. pour courir aussi. en Formule 1. Oui. Il y a eu bien sûr Surtees. Puis ensuite il y a eu Elwood. Mais on a fait des essais de Formule 1. J'ai fait des essais de Formule 1. J'ai eu une photo sur le circuit d'Entry où je suis au volant d'une Lotus 17. Et pourquoi tu n'as pas insisté en F1? C'était C'était une ancienne voiture de Stirling Moss. D'accord. Que tu as bien connu, Stirling Moss. Ouais. Ben, j'ai bien. Qu'est-ce que j'aurais fait en voiture pareil? J'ai regardé après à Monza là, les courses de voitures et tout. Il fallait, à ce moment-là, il y avait des V12 qui sortaient. Et ça coûtait, je crois que ça coûtait, bon, je sais pas, je vais dire une connerie peut-être. Oui, mais les proportions étaient colossales, quoi. Colossal, c'était pas la peine. Et les moteurs, fallait les changer régulièrement. Ça valait des fortunes. Hein. Et puis il devait y avoir un peu le même problème qu'en moto, c'est-à-dire que les meilleurs moteurs et les meilleurs préparateurs étaient en Angleterre. Bien sûr, bien sûr. Mais Elwood d'ailleurs s'est débrouillé en F1, bien sûr. F1. Et puis il y a eu John Surtees. John Surtees. Oui, oui. Je connaissais bien aussi John Surtees. J'ai une photo de lui où on est côte-côte en moto avec John Surtees. Non, c'était une histoire. Puis on rigolait bien, on faisait des foires, tout ça. Alors, c'était quand même une époque où les circuits étaient très dangereux. Ah oui. Est-ce que ce côté très bohème, très aventurier, était indissociable du danger et que c'est ce qui entraînait votre besoin de faire la fête? Parce que vous décrivez tous les fêtes après les courses, vous étiez des joyaux de rire. Ah oui, oui. Oui, oui. Je ne sais pas si c'était la peur de s'esquinter, mais quand les courses étaient finies, si on avait fait une bonne place, on était content, quoi. On s'était fait plaisir pendant la course. Mais quand même, c'était lié à la période aussi. Oui, c'était une époque où les sportifs, on faisait du sport parce que ça nous plaisait. Mais sans la contrainte moderne. Vous n'étiez pas suivi par des nutritionnistes, par des diététiciens. Ah ben non, ça serait maintenant, je me ferais maigrir de 20 kilos. Hein. Avec difficulté. Oui, avec difficulté, oui, mais attendez, moi, l'hiver, en dehors de la maison, je faisais de l'haltérophilie. En plus de ça, je me démerdais bien, puisque j'ai fait France-Allemagne de l'Est, France-Pologne, j'ai battu le record de France du développé à deux bras, je me démerdais bien. Ça a de facilité pour mais si je m'étais mis au régime, non, je descendais de catégorie et puis j'avais plus de force. Et quand j'ai essayé de faire trop de régime, je trouve que je pilotais moins bien. Ah d'accord. Tu as besoin de te sentir en forme. Oui, j'ai besoin de me sentir en forme, c'est les kilomètres. Les kilomètres sur les routes, et par exemple, je vois le Sachsenring, après la distribution des prix, on prenait la route pour aller en Irlande. Il y a le Grand Prix d'Irlande le mercredi pour les essais. Et pas 1 kilomètre d'autoroute. Si, en Allemagne, traverser l'Allemagne. Un petit peu, après c'était toute la route. Toute la route, oui. Ouais. Et évidemment, il était fatigué. C'est à cette époque-là que tu vivais avec Nanou. Oui. Que tu avais rencontré comment? Au Grand Prix de Hollande. D'accord. Je l'avais rencontré. Elle m'a bien servi, hein, parce que c'est une folle de la moto. Hein, elle adorait ça, la course. Elle adorait ça. D'ailleurs, quand on s'est arrêté et que j'allais chez Lancia, je lui ai dit, si tu veux continuer dans les courses, t'as Jacques Finette, vous vous débrouillez tous les deux. et c'est elle qui est partie. Parce qu'elle, sa passion, c'était les motos de course. Oui, c'était le Continental Circus. Oui. Mais en même temps, elle faisait du secrétariat, elle vous aidait. Ah beaucoup. Oui, moi, elle m'a bien aidé, elle m'a engagé, discuter des prix, tout ça. Non, puis comme elle parlait parfaitement l'anglais, c'était plus facile pour moi. Nanou, elle était parfaite pour ça. Et vous êtes restés très amis d'ailleurs. Oui.
D'ailleurs, moi, quand elle me parle, elle regrette mon époque, parce qu'avec Finlay, c'était plus triste. Oui, Finlay était moins joyeux que toi. Ouais, c'était un bileux. Un bileux. Ouais. C'est-à-dire, tu crois qu'il était très angoissé? Bah écoute, je sais pas, il préparait ses motos, mais il perdait un peu les pédales en mécanique. Les deux seules courses où je me suis occupé de ces motos, il les a gagnées. Alors, il a fait ça, il venait d'acheter, je lui avais fait acheter à l'époque encore, comme les 350 ça dégringolait un peu, il avait acheté une 250 mondiale. Oui. Ouais. Et juste avant, je lui avais dit tu fais ci, tu fais ça. J'avais été à la course, c'était à Magnicou, où elle a couru avec, où il a gagné. Et en 500, c'était au Mans, au circuit, c'était le 14 km à l'époque, Ouais. où il a gagné avec la machine de Bob McIntyre. D'accord. Que tu lui avais réglé. Je l'avais réglé, oui, surtout. J'avais réparé son cadre qui était fêlé, oui. Parce que je lui ai dit, si tu pars comme ça, tu es mort. Hein. C'est une image de Jack Finlay qu'on n'a pas, que tu as vu de l'intérieur. Parce qu'il a sûrement ensuite appris beaucoup de choses probablement avec oui, toi. oui, bien sûr. Mais ce Finlay des débuts, qui effectivement, je me souviens, la 250 mondiale, il a cassé très très souvent avec. Oui, Donc, machine fragile, on peut penser que ce que tu nous dis n'est pas faux. oui. Mais je sais d'ailleurs pas, après je l'ai pratiquement pas revu, j'ai vu une fois. Mais je le voyais pratiquement jamais, Finlay, après. Et enfin, je peux te dire un truc, mais Ah, on le laissera peut-être pas au montage. non. J'ai l'impression qu'il était gêné vis-à-vis de moi. Ah, parce que tu avais été le compagnon précédent de Nanou? Ouais. Possible. Ouais, je crois, hein, je me trompe peut-être, mais Bah, il était quand même timide. oui, Et il était quand même très solitaire de nature. oui, oui, mais c'est vrai, oui. Et toi, tu étais un joyeux Oui. drille, un Oui. joyeux bringueur. Vous êtes quand même de nature complètement opposée. Ah oui, oui, oui. Oui, puis moi, même si je cassais, pourquoi j'avais le sourire, on dit bon, bah ça va, Oui, c'est comme ça. lui se mettait lui-même beaucoup de pression, d'enjeux. Oui. Parce que quand il est arrivé sur le continent, il roulait pas mal, quoi, mais enfin, sans plus. Hein. Bah, tu t'es beaucoup bagarré avec lui, tu as fait un paquet Oui, de courses. oui, j'ai battu plusieurs fois. Et après, il y en a un autre qui est arrivé, il avait fait plus ou moins équiper avec lui, c'était Rensen, Oui. Ralph Rensen. Rensen. Ralph Rensen, c'était un bon. Hein. Ben, il se tue au TT en Ben, 61. ouais. Mais il allait bien, hein. Un bon pilote. Mais il avait un peu pris Finlay sous sa coupe, sous son Oui. aile. Ouais. Oui, Finlay le suivait, écoutait bien ce qu'il disait et tout. Ouais, en fait, tu as connu Finlay à ses débuts où il avait encore beaucoup de choses à apprendre. Il avait 20 ans, il arrivait d'Australie. Ah ouais? Donc, ce que tu nous dis est intéressant, mais quand de 65 à 68, il est dans les 3 premiers du championnat du monde, là, il est épanoui, Ah oui. et quand même, il est devenu à la fois un grand pilote et ses motos sont bien préparées. Oui. Mais je pense que il a quand même été handicapé pour la mécanique, je crois. D'accord. Parce qu'il avait essayé une bicylindre, vous savez, les Aramaki, là, avec La Linto, ouais, la Linto, ouais, il cassait beaucoup. Il cassait tout le temps. Et je pense que c'était pas un metteur au point. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Moi, je sais que je devais pas mal me débrouiller parce qu'une fois, il y a Georges Joël qui vient me trouver et qui me dit, dis donc, je vais courir à Montlhéry. Il y a, cite un nom, je ne me rappelle plus le nom, qui me prête une Manx, mais j'aurais bien que tu jettes un coup d'œil dessus.
parce qu'elle a l'air fatiguée. Là. Alors, le matin, je lui ai mis un coup d'œil. En effet, les calages des cams, tout ça, c'était et il a gagné la course. Mais c'était très important le calage de la cam. Tu me dis que les bons, comme Keith Campbell, changeaient le réglage entre le sec et la pluie. Oui. Mais c'était très fin comme réglage. Mais on faisait un degré par degré avec les cams de Manx. Hein. Avec la distribution, tout ça. Quand on savait le faire, c'était. Après, il y avait 4 écrous pour remettre le boîtier, mais c'était tout. D'accord, d'accord. Oui, mais tout le monde ne le faisait pas. Maintenant, il fallait connaître d'abord, il fallait les avoir déjà, les réglages. Parce que les cams n'étaient pas toutes les mêmes. Hein. Pas toutes les mêmes. Mais. Donc, tu nous donnes un peu le secret des préparateurs anglais. Ils avaient une parfaite connaissance de ces réglages. Oui, oui, oui. Oui, puis il y avait des trucs que je savais, mais que je ne savais pas quand je me suis préparé une 350, où j'ai mis la cam de 500. Eh bien, les gens ne savaient pas qu'en mettant le carburateur de 500, il fallait l'éloigner du C1 et ne pas agrandir les tubulures pour qu'il y ait un endroit où les gaz s'accélèrent. Et j'avais fait ça au début avec une 350 que j'avais, qui appartenait à mon copain Planck. Et j'avais agrandi les tubulures jusqu'au bout. Et puis ça accélérait pas fort. Et c'est Francis Birth qui m'a dit, il faut pas agrandir les trucs, qui m'a expliqué ça. Francis Birth. Vous vous souvenez, Francis Bien Birth? sûr, mais je réalise que c'était beaucoup plus fin qu'il y paraît. On pourrait penser qu'un 500 monocylindre, c'est grossier, et en fait, pas du tout. Écoutez, je vais vous raconter une histoire à Pernes-les-Fontaines. Il faut une course où il y avait des clients. Il y avait des BM, il y avait Hiller avec une BM d'usine, il y a plusieurs Anglais, il y avait l'équipe des gros Colo, Ligier. Les 3 gros, Colo, Ligier et toi. Et je calcule mon coût, pareil, je dit, ce circuit-là, c'était des petites épingles à cheveux, et il fallait beaucoup d'accélération. Alors j'ai pris ma 500, j'ai préparé ma 500, j'ai mis l'échappement de la 350 et j'ai mis une première courte que j'ai retirée d'une moto de tourisme, d'une Norton de tourisme. Alors c'est-à-dire qu'au lieu de faire tirer l'embialage, je partais, mais je montais assez grand tour pour passer la deuxième. Eh bien, arrivé à la course, pof, je fais le meilleur temps. Et à la course, les courses c'était en 2 manches. Eh ben, je gagne les 2 manches. Mais je me suis baladé parce que j'avais de l'accélération impeccable. Bah oui, mais tu nous démontres que dans le fond, rien n'a changé dans la compétition. Aujourd'hui, on n'arrête pas de nous parler, si on regarde un Grand Prix à la télé, ils ont que le mot setup, setting à la bouche. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est réglé. Maintenant, je ne connais pas, parce que c'est une autre époque. Mais il paraît qu'ils ne touchent pas les moteurs du tout. Non, tous les moteurs d'usine sont fermés. C'est fermé. Par contre, les réglages de suspension sont extrêmement délicats. Accord, suspension, freinage, accélération. Mais ils touchent quand même à ce qu'ils appellent les mappings, tu sais, l'électronique des moteurs. Si tu préfères, au lieu d'avoir à démonter ton boîtier d'arbre à cam, eux, ils ont un système électronique qui va mettre de l'avance ou du recul au diagramme. Dans les Manx, il y a des Anglais qui avaient des magnétos à double allumage. Oui. Ils avaient monté je voulais le faire à un moment donné, puis c'est tombé à l'eau, puis je me suis arrêté. Ouais, puis ce qui était compliqué à l'époque, je crois savoir, c'était de trouver la magnéto qui pouvait faire double allumage, plus qu'installer un deuxième trou de bougie. Oui. Oui, il fallait avoir une magnéto spéciale. Spéciale, oui, tout à fait. On pouvait en avoir en Angleterre. Et la différence aussi, c'est qu'à l'époque, c'était toi le pilote qui faisait ses modifications à l'atelier et toi le pilote qui réglait ta moto sur la course. Un MotoGP aujourd'hui,
les pilotes donnent des indications, mais ils ne touchent à rien. Mais dans la nuit, je changeais l'embiellage de la 350 et de la 500. Dans la nuit. C'était sur une Manx. Et tu courais le lendemain sans avoir dormi? Oui. C'est pour ça que j'étais fatigué. Ah oui, mais on n'arrêtait pas de courses. Il y avait des petites courses à droite, à gauche. Il y avait des semaines où il y avait 2 courses dans la même semaine. Alors, le Grand Prix de Hollande, c'était un samedi. Et le dimanche, on courait en Alsace, À Aubernais. à Aubernais. Et c'est là, justement, pour montrer l'ambiance qu'il y avait à l'époque, c'est que j'avais cassé le Grand Prix de Hollande. J'arrive à Aubernais, il pleuvait à torrent. J'ai dit, c'est foutu cette affaire-là. Et il y a un Autrichien qui s'appelait, c'était pas Bettenschneider. Talamer? Rudy Talamer. Rudy Talamer. Rudy Talamer. Il me dit, tiens Jacques, t'allais emmerder. Et parce que j'étais emmerdé, c'était l'année où j'étais tombé plusieurs fois. Et si je faisais pas au moins 3e là, je perdais mon titre de champion de France. Alors il vient me trouver, il me dit, dis donc Jacques, je vois que tu es embêté, moi hier ça a bien marché, si tu veux je te prête ma moto. Et il m'a prêté sa moto, et j'ai fait la course et j'ai terminé 3e. Ah, dis donc, c'est formidable ça. 3e, mais premier français. D'accord. Et c'est sympa, hein. Je vois pas les gens maintenant se prêter une moto. Oui, les temps ont changé, c'est sûr, c'est sûr.